Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite stationnaire devant un syndrome coronarien aigu avec décalage segment ST. Donc, comme définition, le syndrome coronarien aigu est l'ensemble des manifestations en rapport avec une rupture d'une plaque d'athérome avec formation d'un thrombus à sa surface. Il existe deux types. Le syndrome coronarien aigu avec décalage segment ST, le sujet de cette présentation, et le syndrome coronarien aigu sans décalage de segment ST, le sujet donc d'une future présentation. Donc le diagnostic est dans la plupart des cas confirmé par le CG et c'est une urgence absolue parce qu'il met en jeu le pronostic vital de patient. Donc concernant le diagnostic positif, commence tout premièrement par l'interrogatoire. Faut préciser le terrain par la recherche des facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, l'âge, le sexe, antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces. Les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, notamment HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, obésité ou insuffisance rénale chronique. Faut caractériser la douleur de patient. Typiquement, on a une douleur avec début brutal, souvent au repos, et les rétrosternales constrictives, irradiation au niveau du membre supérieur, surtout gauche et aux mâchoires. Par définition, c'est une douleur prolongée plus de 20 minutes. C'est une douleur qui est très violente, très nettorésistante et associée à des sueurs, angoisses et sensations de mort imminente. Des fois, on a des douleurs atypiques, surtout chez les femmes, les patients âgés ou des patients diabétiques qui ont des neuropathies. On peut avoir donc une brûlure rétrosternale, douleur épigastrique, surtout l'infarctus inférieur, limité aux irradiations, dyspnée ou bien syndrome vagal, bradycardie, hypotension ou autre chose. Donc ici, l'intérêt de préciser le terrain. Donc si on a un terrain très haut risque, donc faut donc toujours être très prudent. Donc aussi, il faut préciser le délai entre la douleur et l'admission et si le patient souffre toujours. Donc l'examen clinique, faut toujours commencer par l'évaluation des fonctions vitales, neurologique par le score de Glasgow, hémodynamique, tension artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire, la fréquence respiratoire. L'examen cardiovasculaire, elle est normal, sauf si on a des complications et on va revenir à ces complications dans les diapos suivants. Le CG, c'est un complément de l'examen clinique dans les pathologies cardiaques. Et le CG au cours de syndrome coronarien aigu avec décalage segment ST, il est évolutif, ça change avec le temps. Au tout début, on a une onde T positive, ample et symétrique. Ici, comme vous pouvez voir dans cette ECG, une onde T positive, ample et symétrique dans les dérivations antérieures, avec un aspect en miroir au niveau des dérivations, des dérivations inférieures D3 et AVF. Après, on a la constitution d'un susdécalage du segment ST, parfois associé à une image en miroir qui est très caractéristique, et pour que ce décalage soit significatif, il doit être supérieur à 1 mm dans les dérivations périphériques et supérieur à 2 mm dans les dérivations précordiales et dans au moins 2 dérivations contiguës. Ici, comme vous pouvez voir, un sus-décalage segment ST au niveau des dérivations inférieures D1, D2 et AVF associé à une image en miroir très caractéristique, un sous-décalage au niveau de AVL et AV1. Cet aspect est très caractéristique du syndrome coronarien aigu avec ce décalage segment ST. Après la 6e heure, on a la constitution d'une onde de Q de nécrose qui témoigne des séquelles de nécrose. Ici, comme vous pouvez voir, une onde de Q avec susdécalage segment ST au niveau de D3 et D2 avec une image en miroir au niveau de AVL. Tardivement, on peut voir la négativation des ondes T et un bloc de branche gauche qui masque le susdécalage segment ST. Ici, comme vous pouvez voir dans cette ECG, donc un bloc de branche gauche et on a une perte de discordance entre l'aspect QRS
et l'aspect de l'onde T, on a aussi une décroissance au niveau de l'onde R de V1 jusqu'à V4. Donc cet aspect est très caractéristique d'une syndrome coronarienne aiguë avec segment ST vu tardivement. Ici on peut aussi voir une petite onde de Q au niveau du T1 et au niveau de AVL. Aussi, le CG il va nous aider à suspecter l'artère coupable et aussi de préciser l'étendue de l'ischémie. Le territoire inférieur c'est D2, D3 et AVF. L'artère coupable c'est le coronaire droite. Et le territoire latéral c'est D1, AVL, V5 plus ou moins V5, V6. L'artère coupable c'est le circonflexe ou ce qu'on appelle l'artère ventriculaire interventriculaire antérieure. Le territoire antérieur c'est de V1 jusqu'à V6. L'artère coupable c'est l'interventriculaire antérieure. Et dans le territoire postérieur, là l'intérêt des dérivations V7, V8 et V9. Donc si on a une dépression au niveau de une dépression de segment ST, un sous-décalage segment ST au niveau de V1, V3, faut penser à compléter par l'enregistrement des dérivations V7 jusqu'à V9 parce qu'on peut trouver un syndrome coronarien aigu avec sous-décalage segment ST au niveau du territoire postérieur. L'artère coupable c'est soit l'artère circonflexe ou coronaire droite. Aussi le CG il va nous aider à détecter les complications, notamment troubles de rythme et troubles de conduction, et on va revenir à ces complications. Donc les examens paracliniques ne doivent pas être retardés la prise en charge. Donc dès le diagnostic électroclinique, il faut commencer le traitement. On a le radiothorax, c'est à la recherche des complications et pour aussi rechercher le diagnostic différentiel. L'échographie transthoracique en urgence lorsqu'on a la suspicion d'une complication mécanique ou une atypie simio-électrique. Le troponine ultrasensible, donc il ne faut pas attendre les résultats lorsqu'on a un aspect caractéristique électroclinique. Il est surtout demandé dans le syndrome coronarien aigu sans sous-décalage segment ST pour stratifier le risque de patient. Concernant les complications, donc les chefs des complications sont les troubles des rythmes, surtout les troubles des rythmes ventriculaires qui sont extrêmement fréquents et indépendants à l'étendue de la zone de nécrose par ordre de gravité croissant. Il peut s'agir d'une extrasystole ventriculaire, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire. La fibrillation ventriculaire est responsable de la plupart des morts subites et il n'est jamais réversible spontanément et il nécessite un choc cardiaque externe dans l'immédiat. Les troubles de rythme supraventriculaires, notamment la fibrillation atriale, il peut favoriser une décompensation hémodynamique et justifier une cardioversion dans les médias. Aussi, il favorise les complications ou bien les embolies. Donc dans la traduction clinique au premier plan c'est l'hémiplégie et nécessite la prévention par le traitement anticoagulant. Les troubles de conduction, on a le bloc atrioventriculaire qui est habituellement transitoire, nodal inflammatoire au cours de l'IDM inférieur. Il répond au traitement par l'atropine, mais il est le plus souvent définitif et mal toléré au cours de l'IDM antérieur et peut justifier la pose d'une sonde d'entraînement électrosystolique. Et on peut trouver aussi au cours de l'IDM inférieur une bradycardie sinusale à cause de l'hypertonie vagale qui cause aussi l'hypotension artérielle, mais il répond au traitement par injection d'atropine et par remplissage des macromolécules. Les complications hémodynamiques, on a l'insuffisance cardiaque aiguë, le choc cardiogénique, donc ils peuvent être causés par les troubles de rythme, mais aussi les complications mécaniques doivent être dépistées par le TT. Les complications mécaniques, la rupture septale, elle est rarement inaugurale, mais il peut survenir dans les 24-48 heures.
cliniquement un souffle systolique en rayon d'Euro et il est diagnostiqué par le TT, l'insuffisance mitrale aiguë par la rupture de pilier mitral. Les complications thromboemboliques dans le thrombus intraventricule gauche, dépisté systématiquement par la pratique de l'ETT dans les 24 heures, les 48 heures suivant l'admission en unité de soins intensifs cardiaques. On a les embolies systémiques qui peuvent être favorisées par la fibrillation atriale et nécessitent donc un traitement anticoagulant curatif. La péricardite, que ce soit une péricardite précoce ou une péricardite tardive dans les semaines suivant une infarctus de myocarde. Donc la conduite à tenir thérapeutique commence tout premièrement par une hospitalisation en unité de soins intensifs cardiaques avec mise en condition, mesure de réanimation lorsqu'on a un état de choc et le traitement médicamenteux de la phase aiguë. Donc faut tout premièrement soulager le patient par le chlorhydrate de morphine 5 mg en sous-cutané. Systématiquement on donne l'aspirine, donc une dose de charge 150 mg en intraveineuse directe ou voie per os 150 à 300 mg, puis 15 à 100 mg par jour. L'aspirine est associée à un inhibiteur de la pompe à protons pour prévenir une gastrite. On associe l'aspirine à un inhibiteur des récepteurs plaquettaires P2Y12, préférentiellement parasugrel et ticagrelor. Seul le clopidogrel est associé à un traitement fibrinolytique. Et cette association entre aspirine et inhibiteur des récepteurs plaquettaires, elle est d'une durée de 1 an, sauf contre-indication. Donc les dosages. Donc lorsqu'on utilise clopidogrel, c'est une dose de charge de 60 ou bien de 600 mg per os, puis 75 mg par jour. Lorsqu'on utilise parasugrel, c'est 60 mg per os, puis 10 mg par jour. Ticagrelor, c'est 180 mg per os, puis 90 mg deux fois par jour. Donc un traitement bolus de l'héparine, éventuellement enoxaparine, un bolus de 0,5 mg par kilo, puis 1 mg par kilo deux fois par jour en sous-cutané. Démarrer dès qu'on fait le diagnostic électroclinique et lorsqu'on fait une intervention coronaire percutanée et différée après un traitement fibrinolytique. Le traitement par héparine est poursuivi jusqu'à la coronarographie. Donc le choix de la stratégie de reperfusion coronaire, il dépend, sauf contre-indication, par exemple risque hémorragique au cours de traitement thrombolyse intraveineuse, de durée pour accéder à une salle de cardiologie interventionnelle pour faire une intervention coronaire percutanée. Donc le délai entre diagnostic et bloc. Si ce délai il est inférieur ou égal à 120 minutes, donc en première intention on indique l'angioplastie, donc l'intervention coronaire percutanée, anciennement appelée angioplastie. Si ce délai il est supérieur à 120 minutes, donc on fait traitement thrombolyse intraveineuse ou bien traitement fibrinolytique. Donc exemple l'altéplase, donc une dose bolus 15 mg intraveineuse directe, puis 0,75 mg par kilo intraveineuse en 30 minutes, à ne pas dépasser les 50 mg, puis 0,5 mg par kilo en intraveineuse dans les 60 minutes, à ne pas dépasser les 35 mg. Et dès qu'on injecte le bolus de fibrinolytique, faut assurer un transport vers une unité de coronarographie et la prise en charge ultérieure dépend de la constitution ou non d'un syndrome de reperfusion.
si on a la constitution d'un syndrome de reperfusion, donc on programme une intervention coronaire percutanée dans les 24 heures. Si on n'a pas de constitution d'un syndrome de reperfusion, on fait une intervention coronaire percutanée de sauvetage. Donc le syndrome de reperfusion, ce sont les signes de réussite, notamment clinique, la disparition de la douleur, électrique, c'est la régression plus de 50% de décalage, donc de décalage de segment ST. Donc traitement médicamenteux de sortie ou bien le traitement associé. Donc on a le traitement bêta-bloquant. Ce traitement il limite l'extension de la nécrose et réduit la survenue des troubles de rythme. Ce traitement doit être à dose progressive et donc démarrer précocement et avec prudence, ça veut dire avec des doses qui sont réduites, et surtout on utilise la voie per os, notamment l'aténolol, 50 mg per os matin et soir. Donc la voie intraveineuse il est contre-indiquée chez les patients avec hypotension, choc ou insuffisance cardiaque. Comme on a dit, le traitement anti-agrégant aspirine AV associé à un traitement anti-récepteur plaquettaire jusqu'à un an sauf contre-indication. Les statines doivent être prescrites plus précocement à des doses qui sont élevées avec un objectif de LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc l'inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, donc sont utilisés dans les 24 premières heures, à des doses progressives. Par exemple, on utilise le ramipril 1,25 mg par jour, puis dose croissante progressive jusqu'à 10 mg par kilo. Il ne faut pas oublier de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire pour prévenir les récidives et assurer une réadaptation cardiovasculaire pour assurer une réintégration sociale et professionnelle de patients. Donc comme conclusion, le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage segment ST est une urgence absolue car il met en jeu, comme on a dit, le pronostic vital de patient. Le pronostic est amélioré par l'angioplastie et le challenge c'est de ne pas méconnaître les formes qui sont atypiques et je vous remercie.